Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Geneviève Guilbeault. Merci surtout à la nouvelle étoile de la politique, celle qui a fait tomber une forteresse libérale aujourd'hui. Elle a à peine 35 ans et déjà le poids des symboles aurait de quoi intimider n'importe qui. Ça s'est passé aujourd'hui dans Louis Hébert, mais il y a un vent de changement qui souffle partout au Québec. La victoire de Geneviève Guilbeault dans une élection partielle dans Louis Hébert à l'automne 2017 est reconnue comme le moment où le vent a tourné pour la CAQ. C'était loin d'être évident. Elle était enceinte de 24 semaines. Elle remplaçait un candidat gênant à pied levé. Et pourtant, qui aurait cru que la jeune attachée de presse adjointe du ministre libéral Jacques Dupuis en 2006 deviendrait vice-première ministre du Québec? Alors pour moi, c'est évidemment un honneur et je veux les en remercier aux électeurs de Louis Hébert. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce changement. Maintenant, on a tous travaillé extrêmement fort depuis des mois pour que ce changement se propage un peu partout au Québec. Et ce soir, on récolte. Faut dire qu'avant d'en arriver là, Geneviève Guilbeault a été aux premières loges des grandes tragédies qui ont déchiré le Québec. Elle était directrice des communications au bureau du coroner. Elle a donc vu sa ville frappée par l'intolérance lors de l'attentat à la mosquée. Elle a accompagné les familles des victimes dans l'horrible incendie de l'île Verte et elle a navigué les méandres de la peine d'une communauté déchirée à Lac-Mégantic. Ce n'est pas possible pour le coroner de libérer les corps de personnes identifiées sans compromettre nos chances de pouvoir identifier celles qui ne sont toujours pas identifiées à ce jour. Madame parfaite ou politicienne disciplinée par des années de métier dans le milieu des communications. Peu importe, elle incarne une nouvelle génération, celle des jeunes femmes de pouvoir, confrontées aussi au défi de la conciliation travail-famille. Sa fille Capucine est là pour le lui rappeler. La marche est haute et ses ennemis l'attendent dans le détour. Le matin de notre rencontre, elle affrontait la meute des journalistes à l'Assemblée nationale et je l'ai finalement rencontrée dans son bureau de ministre de la Sécurité publique entre les appels et les séances de brefage alors qu'elle affrontait sa première crise, la tempête qui a coupé les îles de la Madeleine du reste du monde. Je vous présente Geneviève Guilbeault. Vivre ces crises-là quand on est au gouvernement au lieu d'être dans l'opposition, c'est quoi la différence? C'est très différent. Évidemment, la responsabilité est beaucoup plus lourde quand on est au gouvernement et quand on engage le gouvernement, en fait, dans notre façon de gérer cette crise-là. Mais moi, je le fais avec... je dirais pas avec beaucoup de bonheur parce qu'évidemment, c'est des situations qui sont extrêmement pénibles. Mais dans un sens, ça fait partie de ce que j'ai toujours fait ou ce que j'ai longtemps fait, moi, dans la vie. Gérer des situations comme ça, des situations de crise, travailler en collaboration avec des partenaires, être très réactif, être très collé aux besoins du terrain, venir en aide aux gens qui en ont besoin. J'ai toujours eu, moi, ce plaisir, c'est ça, essayer de répondre aux besoins des gens, essayer d'aider les gens à faire de mon mieux pour être utile pour les autres. Donc là, je me trouve au plus haut niveau, si on veut, mais c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, moi, dans la vie, à travers mes divers emplois. Raison aussi, d'ailleurs, pour laquelle je suis en politique maintenant. Donc, j'y trouve mon compte, si je puis dire. Évidemment, je souhaite qu'il arrive jamais de situations comme ça dans un monde idéal, mais quand elles surviennent, je fais de mon mieux pour les gérer adéquatement. Les gens vous ont découvert il y a un peu plus d'un an en politique. Ils vous voient aller. Est-ce que vous êtes aussi parfaite dans la vie privée que vous avez l'air comme politicienne? Toujours tirée à quatre épingles, jamais d'erreur, jamais de gaffe, toujours en contrôle? Non.
Non, pas du tout. Je suis très imparfaite, comme tout le monde. C'est sûr que dans le cadre de mes fonctions, j'essaie de rester, comme vous dites, le plus neutre possible, le plus stoïque possible. Tu sais, surtout quand on est dans un ministère sensible comme la sécurité publique, où, comme on le dit, il y a des situations de crise, il y a des choses des fois très délicates à gérer, des sujets pas toujours faciles à aborder. Je pense à tout ce qui est volet correctionnel ou les violences sexuelles, la criminalité et tout ça. Donc, je fais un effort pour essayer de livrer une information qui est utile, qui est précise, qui est claire, d'un ton qui est neutre et qui est stoïque. Sauf que c'est sûr que entre mes entrevues avec les médias ou entre mes apparitions publiques un peu partout, ben moi aussi des fois je suis découragée, puis je suis impatiente, puis des fois je suis de mauvaise humeur, puis Donc il y a 2 Geneviève Guilbeault. Oui, il y a la Geneviève Guilbeault en fonction officielle, puis il y a la Geneviève Guilbeault de tous les jours entre ses moments, entre ses apparitions publiques. Évidemment, il n'y a pas d'énormes différences. Je suis pas quelqu'un d'explosif comment ou cette Geneviève Guilbeault qu'on connaît pas? Je disais l'impatiente, je pense que ça c'est un défaut. Si j'avais à me donner un défaut, ce serait impatiente. Parce que oui, on peut le voir comme de l'efficacité. Parce que je trouve que les choses vont jamais assez vite, la qualité est jamais suffisante. C'est rarement à mon goût ce qui me parvient là comme produit brut des fois. Puis là, j'essaie de peaufiner, puis je dis il manque l'information, puis c'est pas assez bon. Mais pas en être désagréable, du moins je l'espère. Puis là, je regarde mon collègue à côté. Sauf que c'est ça, il y a peut-être ça qui est un volet de ma personnalité qui transparaît moins. Mais je me dis, je veux essayer, moi, de toujours livrer la meilleure information, puis la meilleure prestation aux citoyens, aux gens, aux médias, aux gens qui nous écoutent, puis aux gens qui attendent après nous pour qu'on fasse avancer les dossiers. Donc, j'impose peut-être ces exigences-là à mon entourage, mais je me les impose à moi-même aussi. Vous avez déjà dit à votre sujet qu'on ne débusquerait jamais de scandale ou de liaison douteuse à votre... Êtes-vous une enfant sage? Oui, je dirais une enfant sage, oui. J'ai eu mon lot de petites expériences, mais j'ai jamais eu de problèmes majeurs, de consommation. J'avais des bonnes notes à l'école. J'avais pas de fréquentation douteuse ou en tout cas... Vous avez jamais eu envie de vous rebeller ou de... Vous avez toujours été sage, rangé. Vous étiez comment, enfant? Mais je dirais pas que j'étais sage comme l'image qu'on s'en fait nécessairement, mais j'étais pas non plus rebelle. J'étais une espèce d'entre-deux. Je disais récemment que j'avais peut-être on me demandait, étiez-vous un leader dans votre groupe d'amis et tout ça? Je disais que j'avais peut-être un certain ascendant, mais alternatif. Fait que j'étais pas la première de classe, la belle fille, la personnalité jeunesse de l'année. J'étais pas du tout là-dedans, mais j'étais pas du tout la petite fille sage non plus qui passe inaperçue puis qui est tranquille puis qui parle pas. J'étais vraiment une espèce d'entre-deux. J'étais à la fois intellectuelle, puis à la fois aussi, j'aimais bien sortir avec mes amis. J'ai eu moi aussi mes soirées. Endiablé au cégep à l'université. Debout sur les speakers, là? On se rappelle tous comment ça s'appelle, le Dagobert. Les fameuses caisses, il y avait la relève. Dans mon temps aussi, ici à Sainte-Foy. Fait que j'ai eu une chance que les médias sociaux n'existaient pas dans ce temps-là. Exactement. Ça, je pense aux jeunes d'aujourd'hui, là, tous ces moments de vie-là que nous, on a eu précédemment. Eux autres vivent ça live sur les réseaux sociaux, puis à 35-40 ans, ça va être encore là. J'ai hâte de voir comment ils vont vivre ça. En même temps, tout le monde va être sur le même pied d'égalité parce que tous les jeunes sont sur Facebook maintenant. Oui, c'est vrai. Vous avez grandi, vous avez fait vos études universitaires ici, mais vous avez grandi en banlieue de Montréal, à Greenfield Park, c'est ça? Mais je suis née à Greenfield Park, mais je suis arrivée à peut-être 2 ans ici. Okay. Fait que donc, toute ma vie consciente a été ici à Québec. Qu'est-ce que vos parents vous ont laissé? Tu sais, quand vous dites, moi, mes parents, là, je suis devenue l'adulte que je suis grâce à ça de leur éducation, ça serait quoi? Bien, la valeur de l'éducation comme telle, chez moi, c'était, ça allait de soi qu'on faisait des études dans la vie, des études postsecondaires, j'entends. Donc, on a grandi, mes frères et moi, avec cette réalité-là qu'après le secondaire, on allait aller au cégep, puis qu'ensuite, on allait aller à l'université. On a longtemps rêvé d'être médecin, de faire des grandes carrières scientifiques, tu sais, vraiment les grandes carrières. Il y avait une pression pour ça dans votre famille? Il y avait, disons, un grand intérêt.
Plutôt du côté paternel. C'est très différent. Mes deux parents sont extrêmement différents, fait qu'on n'a pas du tout hérité la même chose de l'un et l'autre. Mais il y avait ça. Mais en même temps, ça a bien tombé parce que je pense qu'on est tous les deux naturellement prédisposés aux études. Fait que donc, on a suivi le chemin qui est en quelque sorte tout tracé pour nous. Fait que cette valeur-là de l'éducation qui était très importante, l'effort aussi était très valorisé chez nous. On n'était pas du genre, par exemple, durant les vacances d'été, à rien faire de tout l'été. Rapidement, on a été mis à contribution dans les tâches ménagères. On a eu des emplois très jeunes. Fallait avoir des bonnes notes. Tu sais, c'était... on nous demandait quand même beaucoup, pas trop. Puis je pense que c'est correct aussi parce que ça nous apprend à être responsable puis à développer... C'est quoi votre première job d'été? Cette valeur de l'effort. C'était au restaurant chez Ashton. Oh, un fleuron québécois. Une vraie fille de Québec. Oui. Alors, pourquoi aller étudier en com? Parce que vos parents étaient déçus? Parce que les miens étaient hyper déçus quand je leur ai dit que je voulais être journaliste. Je pensais que j'allais ruiner ma vie. Vous, aller en com, est-ce qu'ils étaient déçus? Pour des parents qui avaient l'ambition d'avoir des médecins dans la famille? Ben encore une fois, c'est vraiment plus mon père qui s'intéressait aux études. Mais oui, il y a eu un changement. Moi, j'ai toujours étudié en sciences jusqu'à l'université. Au départ, à l'université, j'étais inscrite au baccalauréat en mathématiques. J'ai fait une session. Et ensuite, j'ai changé en communication. Donc, vraiment, 180 degrés. C'est ça. J'ai toujours fait, moi, maths, chimie, physique, bio dans la vie. Et là, je me retrouvais en communication. Puis là, après ma première session en mathématiques, vous vouliez faire quoi? J'étais un petit peu tannée. Je voulais faire une maîtrise en maths pour être professeur de mathématiques au cégep. Calcul intégral, précisément, c'était ma cible. Le volume du beigne et la surface de la vague. Oh, mon Dieu! Maths 103, 203, 303. Exact. Puis moi, je suis même celle qui avait pris l'option calcul avancé. Je pense qu'on était 16, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, mais là, je fais que j'ai changé complètement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que plus ça allait dans mon deck en sciences de la nature, plus je me rendais compte. Tu sais, au départ, au secondaire, j'avais une facilité naturelle, en tout cas relative. Au cégep, oui, mais là, certains domaines comme la physique, même la chimie, à un moment donné, je dis, bon, quand tu coules tes cours, puis tout ça, tu te dis, bon, c'est peut-être pas pour moi. Il me restait à la fin vraiment mathématiques. Ça, j'ai jamais coulé, j'ai toujours été bonne. Comme je dis, je prenais même les options de cours avancés. Fait que j'ai dit, je vais aller faire ça à l'université. Mais là, je suis arrivée, puis là, c'était vraiment les maths pures, là. Tu sais, c'est des maths pour des maths. C'est pas des maths dans le cadre du génie ou dans le cadre de la physique ou... Fait que j'ai dit, OK, ouais, peut-être que là, puis avec mon projet de bac maîtrise, j'ai dit, là, 6 ans ou 7 ans de mathématiques pures, j'ai comme relativisé mon projet. J'ai dit, ouais, je sais pas, tu sais, il y a peut-être d'autres choses sur le campus qui pourraient être intéressants. Fait que, puis j'ai choisi les communications parce que j'ai toujours eu une aisance naturelle pour les communications. J'étais bonne en français, j'écrivais bien, puis tout ça. Fait que j'ai dit, je vais aller essayer ça. Et là, je suis arrivée là, puis j'ai dit, mais mon Dieu, c'était tellement naturel, tu sais, genre, je veux pas établir de difficultés relatives entre les deux baccalauréats, mais pour moi, arriver dans un cours de 3 crédits en communication versus ce que j'avais vécu comme cours de 3 crédits dans un cours de maths d'ingénieur, ça avait rien à voir, tu sais. Mais il y en a d'autres pour qui c'est l'inverse. Ça dépend comment on est fait, ça dépend de ses intérêts. Mais moi, je suis arrivée là, fait que j'ai dit, OK, je reste ici. Puis j'ai fait ça en 3 ans très, très facilement. La première fois que vous avez travaillé donc à l'Assemblée nationale en 2006 avec Jacques Dupuis, vous étiez toute jeune quand vous y êtes entrée. C'était quoi votre sentiment quand vous êtes joint à cette équipe-là à l'époque? J'étais contente. Je me suis sentie, c'est sûr, un petit peu dépassée parce que vous le dites, j'avais 22 ans ou 23 ans à l'époque. Puis tu sais, on sort du bac, on n'a encore rien vécu. Moi, j'ai étudié en journalisme en plus. Fait que donc mes expériences, mes stages, tout ça au journal de l'université. J'avais fait un stage très, très bref à TVA, dans une agence de presse. Fait que vraiment en journalisme. Donc là, j'arrive là dans les relations publiques, en plus dans un cabinet politique et lui était vice-premier ministre, ministre de la Sécurité publique, vous, leader parlementaire. Oui, en partie. Fait que là, t'arrives, tu dis, mon Dieu, OK, t'essaies de voir tes cours à l'université, d'essayer d'appliquer ça là-dedans, mais c'est un univers à part, la politique, tu sais, puis même découvrir la fonction publique, l'interface entre le politique, l'administratif, le sous-ministre, le ministre. Fait que j'ai été plongée rapidement, ça a été un apprentissage vitesse grand V. Mais oui, au début, tu te sens dépassée avec des gens qui ont plus d'expérience que toi. J'étais la plus jeune ici, moi, là. Et donc, mais en tout cas, ça a été un apprentissage catalytique, tu sais, qui a été très rapide. Puis qu'est-ce que vous retenez de ça m'a aidé beaucoup.
Je retiens, mais encore une fois, j'avais pas fini tout à fait mes années de jeunesse, là, où on avait ces belles soirées qui finissaient tard. Tu sais, quand on est jeune, on peut se coucher à 3 heures, puis se relever à 5 heures, puis recommencer le soir d'après, puis ainsi de suite toute la semaine, là. Fait que c'était un peu cette époque-là. Fait que donc, c'était très plaisant. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes, évidemment. J'ai appris beaucoup sur le plan professionnel. J'ai compris bien des choses qui font qu'après, quand je suis allée travailler dans la fonction publique, mais comme je dis, le fonctionnement de l'appareil gouvernemental, à la fois de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Je suis arrivée, quand je suis allée travailler dans la fonction publique après, j'avais déjà ce pendant-là politique de comment est-ce que le cabinet ici nous perçoit, quelles sont leurs attentes, comment, tu sais, essayer de répondre, essayer de s'adapter, puis essayer de comprendre la dynamique là-dedans. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est sûr que j'ai côtoyé aussi à l'époque, c'était Jean Charest, le premier ministre, qui était, puis indépendamment là, de tout ce qu'on a pu apprendre sur le Parti libéral, mais qui était un politicien très habile, très apprécié. Avez-vous appris de lui? Maintenant que c'est vous la politicienne, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris de Jean Charest? Bien, je pense que cette proximité-là, Jean Charest était très proche de ses députés, très proche de ses ministres, très proche des gens autour de lui, ou en tout cas donnait cette impression-là de proximité. Il était chaleureux, il était souriant. Je pense, puis encore là, je travaillais pas avec lui directement, mais il me donnait l'impression d'arriver à faire sentir chacun de ses collègues importants, comme s'il les connaissait, comme s'il les appréciait. Donc ça, je pense que c'est important parce que on fait pas grand-chose seul. Moi, je dis ça souvent là, avec notre équipe qui travaille avec nous directement, mais aussi entre députés. Puis si on n'était pas 74, on serait pas au gouvernement. Fait qu'on a beau être ministre, on a beau avoir tel dossier, telle affaire. Si les autres étaient pas là, on serait pas là non plus. Fait que ça, je trouve que c'est super important. Et ça, M. Legault, là aussi. Il y a cette proximité entre les collègues, entre les députés. C'est un homme. Puis M. Legault, c'est vraiment un homme, tu sais, what you see is what you get. Ce qu'on voit à la télé, là, tu sais, l'homme simple, accessible, comme tout le monde. Il est exactement comme ça dans la vraie vie aussi. Ça s'est passé comment, votre première rencontre avec lui? Ma première rencontre, j'essaie de retracer, c'était à quel moment? Et je pense que c'était à l'annonce de ma candidature, de ma première candidature dans Charlesbourg. Fait que vous l'avez jamais rencontré avant? Mais là, faudrait peut-être dans des événements partisans. Vous êtes pas comme, mais pas, vous êtes pas comme one-on-one, là. C'est ça, c'est pas comme Gertrude Bourdon. Non, je suis pas allée chez lui, on s'est pas texté, on s'est pas appelé. On s'est pas rendu là dans l'intimité des tractations. OK. Mais non, c'est ça. Fait que c'était plutôt avec son équipe. Fait que je l'ai rencontré live, là, en fait, à ma première annonce, puis dans un briefing, là, avant l'annonce, avec les autres députés présents. Fait que j'ai vraiment pas eu de one-on-one avec lui avant. C'est bizarre, non, de se lancer en politique avec un chef qu'on n'a jamais vraiment rencontré, Non? Je suis surpris. Ben attendez, vous me faites douter. J'ai dû le rencontrer avant ça, parce que là, ça fait comme il vous inspirait, il vous... Ben moi, c'est la CAQ aussi. Oui, il m'inspirait, mais j'étais déjà membre de la CAQ depuis 2016. Donc, depuis 2016 ou... Non, depuis 2016. Donc, tu sais, moi, c'est moi qui ai approché la CAQ pour être candidate. Il faut se rappeler aussi le contexte. Donc, j'ai pas, moi, répondu à un appel de M. Legault. C'est plutôt moi qui... Exactement. J'ai pas... moi, c'est pas eux qui sont venus à moi, là. C'est moi qui magasinais, là. On a déjà dit de vous que vous êtes une excellente sous-chef, organisée et efficace. Sa technique n'est pas encore parfaite, mais elle apprend vite. Ça vous dit quelque chose? Non. Une excellente sous-chef? Organisée et efficace. Ben OK, en cuisine. Est-ce que ça vous décrit bien dans la vie aussi? Mieux dans la vie que dans la cuisine, parce que sa technique n'est pas parfaite, ce serait un euphémisme, là. Parce qu'en cuisine, je vais vous dire... Alors, pour nos auditeurs, vous avez participé à une télé-réalité qui s'appelait « Ça va chauffer ». Oui, puis ça a chauffé, parce que je sais pas si vous l'avez écouté. Non, mais qui ose se lancer dans une télé-réalité dans la vie, qu'on a une carrière dans la fonction publique? C'est vrai, puis je me souviens à l'époque, ils nous demandaient de faire une capsule de présentation. Puis j'étais en équipe avec mon amie que je surnomme ma femme.
qui elle aussi avait des fonctions à l'époque à la Sûreté du Québec, là, maintenant elle est ailleurs, puis elle voulait pas trop dire où elle travaillait parce que là c'est confidentiel un peu. Qu'est-ce que vous avez Moi non plus je voulais pas au décidé là de coroner. faire ça? Fait que là on disait on travaillait au gouvernement, puis là ça devenait embêtant, mais je dis coudonc, on aurait peut-être pas dû s'embarquer dans cette affaire-là. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller faire une télé-réalité? Ben en fait, c'est que j'écoutais moi cette émission-là, ça va chauffer, puis je disais toujours à ma femme, l'amie en question, qui est excellente en cuisine, je dis tu devrais t'inscrire, tu pourrais gagner, puis tu sais c'est le fun, puis tout ça. Je pensais qu'elle s'inscrirait avec sa mère, qui est bonne aussi. Puis là en tout cas de fil en aiguille, elle me dit je vais y aller si tu t'inscris avec moi. Ben j'ai dit si ça prend ça, je peux m'y aller, mais elle connaît mes compétences en cuisine en passant là, elle savait très bien à Vous quoi n'aviez pas s'attendre. peur qu'on rie de vous, que vos collègues... Non, ben on a été très populaires quand on a pensé à ça, nos collègues là. Moi, on allait faire les tournages, fallait aller au souper des autres aussi. En tout cas, ça nous a obligés à prendre des congés des fois, à s'absenter pour aller faire ces tournages. Puis on dit je m'en vais tourner, ça va chauffer. Puis là, c'est quand tu pars, j'ai hâte de voir ça. Puis tout le monde a écouté ça là, Prime Time TV, puis ils nous textaient, puis c'était la grosse Alors, affaire. c'était quoi le Comme on a concept de perdu, l'émission? on s'est pas rendu plus loin, ça a été bref, mais les gens ont beaucoup apprécié. C'était quoi le concept? On est 4 équipes de 2. Et on reçoit les 3 autres équipes en alternance, chacun chez soi, plus les 2 chefs. Le stress, c'est les 2 chefs, en fait, qui nous évaluent. Et donc, c'est ça. Au terme de ça, il y a une des 4 équipes qui est éliminée, puis les 3 autres passent à une autre étape. Et là, ça a été nous qui avons été éliminés. Par la première équipe? À la première équipe, oui. Et vous étiez pas bonne du tout ou? Moi, j'étais pas bonne, non. Mais tu sais, je faisais de mon mieux, c'est sûr, sauf que j'ai pas... Tu sais, moi, j'avais vraiment les tâches très mécaniques, là. Je coupais les légumes, je coupais le pain, puis encore là, j'avais la responsabilité... Là, on rentre dans des affaires qui paraissent insignifiantes, mais j'avais la responsabilité des croûtons, puis là, ils ont brûlé. Fait que là, on les a grattés, puis je me souviens d'un des 2 chefs dégoûté qui regardait ça, qui dit « J'ai l'impression qu'on a gratté un crouton. » Tu sais, avec tout le sérieux, puis tout ça, on dit « Oui. » On n'a pas d'autre pain, fait qu'à part le servir brûlé ou pas t'en servir, on n'a pas le choix de le gratter. Aimez-vous ça cuisiner? Pas tellement. Non. Mais dans l'émission en question, j'ai prétendu le contraire. Tu OK. vois peut-être un squelette dans mon placard, j'ai menti. Mais oui, vous avez menti, parce que dans ma J'ai recherche, menti il était écrit là-dessus. que vous aimez cuisiner. Mais je déteste pas ça. Mais dans les faits, j'ai pas beaucoup le temps. Puis Non, il y a rien de pire, on s'entend, que le souper du mardi soir, là. ben on n'a pas le temps, puis tu sais, c'est que en fait, je me suis aperçue, je préfère manger que cuisiner. J'ai comme confondu les deux dans le fond. Tu sais, j'aime beaucoup manger, j'adore manger, mais cuisiner c'est moins ma tasse de thé. C'est bon, votre tasse de thé. Mais C'est c'est pour votre ça qu'on mari faisait qui un bon cuisine? duo, ma femme et moi, parce qu'elle cuisine très bien, puis on mangeait ça ensemble, ce qu'elle faisait. Mais là, Donc, au c'est votre niveau mari qui compétitif, cuisine là, ou comment vous vous en sortez à la maison? on fait ce qu'on peut. Mais moi, je suis pas difficile. Fait que je peux manger un peu, tu sais, je me rapièce quelques affaires. Mais là, lui, maintenant, en tout cas, on essaie d'organiser une planification alimentaire, là, parce que ma petite aussi commence à manger graduellement des vraies choses. Ouais. Fait que, tu sais, les petites purées qu'on leur fait, ça nous dépanne pour le bébé, puis nous, on s'arrange. Mais là, comme il faut faire un repas, fait qu'en tout cas, on s'arrange. L'homme non plus n'est pas un cuisinier naturel. Ah mais non, il a ouais. plus le temps que moi de s'astreindre à cette tâche-là. Donc, je la lui ai dévolue. C'est beaucoup de changements pour votre conjoint, là, tout d'un coup. Lui, il avait une carrière avant aussi. Oui, ben lui est constable spécial à l'Assemblée nationale. Donc ça amène des horaires très atypiques. Eux connaissent leurs horaires au jour le jour. Quand t'es chanceux, tu le connais pour la semaine. Mais à chaque semaine, ça peut changer. Mais comment vous faites? Parce que là, vous C'est avez compliqué. un bébé d'à peine 1 an. Vous êtes vice-première ministre. Lui, il travaille. C'est comment vous faites? On s'arrange comme on peut. Il essaie d'échanger beaucoup ses chiffres pour être capable d'avoir souvent du 7h45, 15h45, mais des fois, ça va jusqu'à 22h30. Quand on siège, par exemple, en travaux intensifs, puis qu'il y a des commissions qui peuvent siéger à tout moment, finalement, c'est plus long, finalement, c'est moins long. Eux, ils sont retenus des fois. Fait que c'est un vrai casse-tête, mais en même temps, il y a plein de gens qui vivent des situations comme ça. Fait que, tu sais, je dis toujours, on fait pas pitié, sauf que... Non. C'est pas ça l'enjeu. Non, mais non, c'est ça. Mais effectivement, on est un modèle de conciliation travail-famille assez intense. On a ma belle-mère qui habite dans Louis-Hébert, donc tout près de la garderie, qui peut nous dépanner.
Et puis, on s'arrange comme un peu. Vous voyez, ce soir, c'est moi qui dois y aller, là. Fait que je vais devoir partir à 5 heures. Est-ce que vous avez réussi, comme, avez-vous vous fait des règles comme ministre sur comment réserver du temps pour votre fille, votre famille, tout ça, ou vous y allez au jour le jour? Comment vous allez aborder ça? J'y vais au jour le jour. C'est sûr que mon comté est à Québec, donc dans tous les cas, j'atterris chez moi le soir, au moins pour dormir. Souvent, ma fille est couchée, malheureusement, mais des fois, j'arrive à l'heure du souper, fait que je peux la voir un petit peu. Les fins de semaine aussi, j'essaie de faire beaucoup d'activités dans mon comté, fait que donc encore une fois, je suis près de chez moi quand je peux. Comme là, je vais faire beaucoup de salons de Noël, salon des fermières, salon des artisans, les guignolés, tout ça. Je vais l'apporter avec moi quand je peux. Fait que ça me permet d'être avec elle, et puis même d'être avec l'homme. Quand je peux, je sors en famille, en fait. OK. Et puis, fait que je m'arrache comme ça des petits moments avec elle, mais c'est sûr que je mentirais pas. Il y a des journées où je la vois pas. Mais c'est l'autre plusieurs personnes. Tu sais, je pense à tout le monde qui travaille en politique, qui habite, par exemple, à Montréal ou ailleurs, puis qui doivent se déplacer la semaine à Québec. Ben, ils sont privés de leur famille pendant 2-3 jours systématiquement. Fait qu'au moins, moi, souvent, j'arrive à avoir 1 heure ou 2 avec ma fille. Ça fait quoi comme maman de... Je me permets de vous la poser, cette question-là, puisque j'ai vécu les mêmes choses. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais de manquer des... Avez-vous déjà, dans la première année de sa vie, vous avez manqué des premières? J'en ai pas manqué tant que ça, je pense. Le hasard a fait que c'est moi qui étais avec elle il y a 2 semaines quand elle a commencé à marcher à 4 pattes. Fait que là, j'ai dit « Wow! » C'est moi qui vis ça parce qu'effectivement, l'homme est plus à même de vivre les premières fois que moi. Mais là, j'étais contente que cette fois-là, ce soit moi. J'étais là quand elle a dit maman aussi. Fait qu'à date, je pense qu'elle a juste 11 mois, faut dire aussi. Là. Oui. Et là, un jour, elle va marcher, elle va parler. Mais j'essaie d'être là le plus possible. Comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a des journées où je la vois pas, mais il y a plus de journées où je la vois que je la vois pas. Puis des fois, je la vois brièvement, mais au moins, j'aurais passé un petit moment. Tu sais, je trouve ça important qu'elle puisse au moins à chaque jour voir, sentir sa mère, avoir un contact avec sa mère pour pas qu'elle ait l'impression, après 3-4 jours, de dire c'est qui cette femme-là, tu sais, puis d'être en symbiose unique avec l'homme. Donc, ben non, on se débrouille bien quand même. Puis ces 2 grand-mères sont très présentes aussi. Ça, je suis contente. Au lieu d'avoir des gardiennes de l'extérieur, on a beaucoup les 2 grand-mères qui s'impliquent. Fait que ça, c'est le fun aussi parce que ça demeure la famille. C'est quoi être une bonne mère, d'après vous? Y avez-vous pensé? C'est une bonne question parce que c'est embêtant de donner des réponses à ça parce que tout à coup, finalement, on n'est pas comme ça. On a l'air de pas être bonne. Oui. Mais je pense qu'une bonne mère... Mais moi, je dis toujours, c'est cliché, mais ce que je veux dans la vie, c'est que ma fille soit heureuse. Fait que je vais surtout essayer de lui inculquer l'importance de se faire confiance, l'importance d'avoir de l'estime d'elle, surtout pour les jeunes filles. Il y a beaucoup d'enjeux pour les garçons aussi, j'en suis bien consciente, mais les jeunes filles, tu sais, veut pas, à l'adolescence, puis tout ça, il y a beaucoup de jeunes filles qui se trouvent pas belles, qui se sentent pas bien dans leur peau, etc. Fait que moi, je voudrais que ma fille grandisse avec l'idée qu'elle est bonne, qu'elle est belle, qu'elle va réussir dans la vie, que tout est possible pour elle. Moi, je dis souvent dans la vie, pas juste sur les enfants, mais en général, il faut valoriser son équipe, embrasser les défis. J'aime ça, répéter ça. Puis, c'est quelque chose que je voudrais inculquer à ma fille aussi, tu sais. Embrasser les défis, se faire confiance, pas avoir peur d'essayer des choses. Exactement. Même si ça peut te paraître insensé, même si tu t'inscris dans des émissions de cuisine quand tu sais pas cuisiner, tu vis l'expérience, tu tentes des choses, puis c'est comme ça que tu te bâtis aussi un bagage de vie, puis qui t'amène ailleurs de fil en aiguille. Et puis, donc, vous n'avez pas peur de l'échec? La confiance en soi, je trouve que c'est vraiment la clé dans la vie. Donc, c'est pas nécessairement facile à développer. C'est pas tout le monde qui a la confiance en soi, l'estime de soi. C'est pas facile. Ben, en tout cas, je me sens bien outillée pour affronter la vie. Disons ça comme ça. J'embrasse les défis, comme je disais. C'est sûr que des fois, je suis stressée comme tout le monde, puis j'ai peur, puis je me dis, mon Dieu, je suis la bonne personne pour faire ça, je vais-tu réussir? Est-ce que les gens vont pas trouver ça impertinent que je fasse ou que je dise ça? Mais je l'essaie, puis je me dis que la vie est bien faite, puis mais il faut essayer des choses, parce que sinon... il n'y arrivera rien. Et tu sais, vous avez eu vous aussi quand même une très belle carrière. Probablement que tout n'a pas été toujours facile. Puis arriver sur un plateau d'argent, puis que écoute, je vais suivre, puis j'essaierai rien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'aimerais ça transmettre ça à ma fille, à mes enfants si j'en ai d'autres. Donc vous avez pas peur de l'échec? Ou avez-vous peur de l'échec? J'ai peur de l'échec, comme probablement tout le monde, mais l'échec ne me paralyse pas puis ne m'empêche pas d'essayer. Donc, c'est pour ça que vous avez accepté. À date. Parce que vice-première ministre à 35 ans,
Oui. Ministre de la Sécurité publique, la dernière femme qui a eu cette double fonction a eu un passage très difficile. Il y a certains, probablement, dans votre fonction, dans votre parti, qui disent « Elle est trop jeune. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça, elle? » Le sentez-vous, ce regard-là, sur vous? J'ai l'impression que peut-être, oui, des gens peuvent se dire ça. On a des adversaires partout, des adversaires en politique ou des gens un petit peu partout qui, pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent, peuvent être... opposés ou inconfortables ou en désaccord avec le fait qu'on nomme telle ou telle personne ministre ou que telle ou telle personne réussisse quelque chose. Mais c'est à moi de faire mes preuves aussi. Tu sais, moi, j'arrive pas là en me disant tout le monde va tenir pour acquis que je vais être bonne, puis personne peut être critique. C'est correct de se poser des questions. On vient tout juste, nous, d'arriver au gouvernement. Moi, je viens tout juste d'arriver ici. C'est à moi à faire la preuve que je suis compétente. Ça, j'en suis bien consciente. J'ai le fardeau de la preuve sur mes épaules, si on veut. Mais en même temps, je trouve ça important dans la vie de donner la chance aux coureurs. Tu sais, tu peux pas... Quelqu'un qui a une attitude systématiquement fermée ou systématiquement négative à l'endroit, par exemple, d'un nouveau ministre ou d'un nouveau dirigeant quelconque ou d'une nouvelle personne qui essaie quelque chose, je trouve ça des fois déplorable. Tu sais, il faut laisser la chance aux gens. Puis il faut laisser aussi aux gens l'occasion de pouvoir faire des erreurs. C'est sûr que je vais faire une erreur à un moment donné, mais est-ce que ça va compromettre ma capacité à assumer mon rôle ou est-ce que ça va faire en sorte que de manière générale, je vais être incompétente? Je pense pas forcément. Mais en tout cas, je suis bien consciente qu'il faut que je fasse mes preuves. Je le fais avec plaisir. Je m'entoure d'une bonne équipe. Je disais valoriser son équipe. Mais vous sentez pas que vous avez une cible dans le dos? Parce qu'on a dit ça aussi de vous, hein. Elle est là, elle est jeune, il y a une cible dans le dos, il y a déjà des courriels compromettants qui ont été coulés, etc. Vous craignez pas ça? C'est une bonne question. À quel point je le crains versus... J'en suis consciente. Je dirais j'en suis consciente. Comme je disais, on a des adversaires un petit peu partout. Des fois, on les connaît, des fois, on les connaît pas. Vous parlez des courriels. Bon, ben dans ce cas-là, on peut avoir des indices. Et donc, mais en même temps... J'ai tendance à renvoyer, moi, l'odieux de ces gestes-là à ces personnes-là en disant, premièrement, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de te lancer comme ça dans des guerres qui sont, en somme toute, stériles et très personnelles? Et deuxièmement, pourquoi ne pas donner la chance aux coureurs dans la vie, comme je dis? Parce que de toute façon, les gens ont tout à gagner à faire confiance, puis à dire, bon, on va attendre de voir quelle sera sa façon de se comporter, sa façon d'exercer sa charge, puis on jugera au mérite, tu sais. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça dans la vie. C'est peut-être naïf de ma part de penser que les gens devraient être comme ça. Mais je suis bien consciente qu'il y a des gens qui fonctionnent autrement. Sauf que ça m'empêche pas. Tu sais, c'est comme l'échec. Ça m'empêche pas d'avancer. Ça m'empêche pas de travailler. Je focus davantage sur le positif, sur les bons commentaires que sur les négatifs, surtout s'ils sont pas constructifs. Puis à date, en tout cas, je m'en sors bien. Vous avez eu un énorme mandat à la coalition Avenir Québec, les Québécois, 74, une majorité claire, etc. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que les gens, ils ont voté pour vous, pas à cause de votre programme, mais qu'ils ont voté pour vous parce qu'ils en avaient marre des libéraux? Alors que vous avez un mandat fort, mais pas si fort que ça sur le détail de des gros changements que vous voulez faire là, en éducation, dans plein de domaines. Là, et que donc, vous avez un exercice d'adhésion à faire avec les Québécois qui vous suivent pas encore, là. Ils vous ont élus pour se débarrasser des autres, mais vous sont pas sûrs nécessairement encore. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui nous suivent quand même, qui voient déjà d'un bon œil ce qu'on propose, la façon dont on se comporte. Moi, je reçois beaucoup de commentaires personnellement sur les fonctions qui me concernent, mais j'en vois aussi passer sur Facebook et tout ça. Fait qu'il y a des gens qui sont contents qu'on soit là. Mais encore une fois, comme je disais, le fardeau de la preuve est sur nos épaules. Ce sera à nous de démontrer qu'on incarne effectivement le changement, qu'on est capable de remplir les engagements qu'on a énoncés. Si on nous laisse la chance de montrer ce qu'on est capable de faire, de voir quels seront, en plus, j'ai déposé mon premier projet de loi cette semaine. Donc, quels seront nos premiers gestes? Notre premier projet de loi, il y a valeur de symbole. Il consiste à vouloir dépolitiser des nominations dans cette volonté qu'on a d'éliminer les nominations partisanes. Parce qu'on le sent, là, il y a plusieurs personnes que les libéraux ont placées au fil des ans un peu partout. Le PQ a fait la même chose sans doute aussi. Nous, on veut avoir des nominations les plus neutres possibles. On veut vraiment restituer la confiance du monde puis que les gens aient plus l'impression, ah bon, c'est bien, lui, un tel, il a travaillé avec tel ministre, fait que là, il est rendu là, puis là, ils l'ont tabletté là, puis tu sais, cette impression-là continuelle que les gens sont pas nécessairement là par compétence, sont pas nécessairement là pour leur expérience. C'est partout ça dans l'appareil du gouvernement. Vous avez été au gouvernement longtemps, là. Vous l'avez vu, vous l'entendez. C'est un frein pour la fonction publique?
Ben, il y a des gens compétents là-dedans. Là, faut pas penser parce qu'il y a un libéral ou un péquiste. La question n'est pas là. Tu peux être à la fois libéral et compétent, péquiste et compétent, c'est pas ça. Mais cette perception que ces gens sont là à cause de ça. Oui, c'est ça. Puis quand tu as été au gouvernement pendant tellement longtemps, c'est sûr que la logique, c'est de t'entourer de gens dont tu sais qu'ils vont être des bons soldats ou qui vont partager ton agenda ou ta finalité politique. C'est normal, c'est logique, c'est humain, c'est pratique. Mais quand on pense aux 3 postes là, qui font l'objet de notre projet de loi de cette semaine, la Sûreté du Québec, le DPCP et l'UPAC, mais c'est des postes tellement sensibles, des gens qui enquêtent en plus sur des politiciens. Pensez à toutes les fameuses enquêtes qui ont eu cours à l'UPAC puis qui débloquent pas. Les gens se sont demandé, mais non, est-ce qu'ils s'interprotègent? Est-ce que les gens ont vraiment les coups des franges dans les corps policiers pour faire des enquêtes sur des gens qui sont en politique? Tous ces questionnements-là. Puis encore là, je veux pas remettre en question l'intégrité de personnes en particulier parce que je suis certaine que pratiquement tout le monde est plein de bonne volonté puis il veut faire son travail. Mais dans la perception, les gens se posent des questions. Donc, on a déposé, nous, ce projet de loi-là, le premier projet de loi. En plus, c'est moi qui ai eu l'honneur de le faire. Je suis bien contente de ça. Pour donner le ton à cette volonté de dépolitiser les nominations au gouvernement. Fait que ça fait partie, oui, d'un ensemble de choses qu'on a promis qu'on ferait. C'est à nous de faire nos preuves. On commence déjà en éducation. On a un gros chantier aussi qui nous attend. On va faire la priorité. Non. Mais c'est important. Puis quand on parle aux gens, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu trouves ça intéressant, toi, qu'un gouvernement fasse que sa première priorité gouvernementale soit l'éducation? Rares sont les gens qui vont dire non. Mais évidemment, il y en a qui vont dire d'autres choses, la santé, puis tout ça, oui. Et puis ça n'empêche pas d'être des priorités. Sauf que l'éducation, c'est le levier de développement social, économique, culturel d'une société. C'est par là que la réussite passe. Vous parlez d'éducation, c'est votre priorité. Mais de quoi on parle? On parle de maternelle, donc de la petite enfance. Puis on parle de rénover des écoles. Mais ce qui s'enseigne, là, c'est le cœur de l'éducation. Puis c'est comme si ça, c'est le bout dont on a le moins parlé dans ce débat-là. C'est pas surprenant. En fait, quand on parle d'éducation, ça commence à 0-5 ans. Puis ça, c'est souvent le bout qui est occulté. Souvent, on a tendance à penser l'éducation, l'âge scolaire, oui, à partir de ces 6 ans, je pense, l'âge scolaire, ou 5 ans. Puis le post-secondaire et tout ça. Sauf que de 0 à 5 ans, puis on a beaucoup tablé là-dessus. Vous en rappelez, on a même notre collègue Lionel Carman qui est venu en politique pour ça. Lui, il a toujours travaillé pour les enfants. Tous les enfants qui ont des troubles d'apprentissage au Québec, mais tout ne se règle pas quand les enfants sont tout petits, là. Non, mais en même temps, tout peut être compromis si des enfants, quand ils sont tout petits, possèdent pas les outils, les services nécessaires pour être capables de tout de suite être fonctionnels quand ils vont arriver à l'école normale. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Il y a énormément d'enfants qui ont ce type de problème-là, de parents qui n'arrivent pas à trouver des services spécialisés. Donc nous, on pense qu'en agissant directement aussitôt, on va améliorer la possibilité de développer le plein potentiel des enfants, de décrocher un diplôme et éventuellement, bien sûr, de réussir sa vie. Puis ça va, par ricochet, contrer le problème de décrochage scolaire qu'on a ici au Québec parce qu'on a un taux de diplomation qui est de 10% de moins que l'Ontario. Il n'y a pas de raison. On parle de la pénurie de main-d'œuvre tout le temps. On associe pénurie de main-d'œuvre systématiquement à l'immigration parce que oui, c'est une réponse, c'est évident. Mais le décrochage scolaire, on a un bassin de jeunes qui ne travaillent pas parce qu'ils ne finissent pas leurs études et qui pourraient occuper des emplois si on les aidait peut-être dès le départ à entrer dans sur la voie de la réussite scolaire. Comme femme, comme professionnelle, vous avez quand même été témoin aux premières loges de certains des plus grands drames qui ont marqué la société québécoise dans les dernières années. Lac-Mégantic, l'Île Verte, la tuerie à la mosquée de Québec. Quels souvenirs vous gardez de ces grands moments-là, vous? Bien, c'est sûr que j'ai tous mes souvenirs professionnels puis le travail que je faisais là-bas et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de très humain qui me vient spontanément à l'esprit parce qu'une fois que tu as fini tes points de presse puis tes affaires puis tout ça, puis quand tu repars de là puis des années plus tard puis tu y repenses, c'est vraiment juste l'aspect humain qui demeure, pas juste, mais c'est vraiment l'aspect humain qui ressort le plus parce que tu te retrouves dans des contextes où on est comme dans une espèce de microcosme fermé là, dans cette affaire-là, dans cette gestion de crise-là, avec évidemment les partenaires, les gens des communications des autres organisations, mais aussi les gens sur place, les familles, les citoyens qui habitent là, qui sont pas nécessairement directement touchés. Là. Ils n'ont pas de proche qui est décédé, mais qui sont solidaires, puis qui sont éprouvés et tout ça.
Puis nous, on est partie prenante de toute cette affaire-là, mais dans une posture bien différente. Nous, on est des professionnels qui viennent donner des services en support temporaire. Là, ouais. Oui, c'est ça. Sauf que on passe une longue période de temps là, puis tellement d'heures, puis c'est tellement intense qu'on a l'impression de faire partie de la communauté pendant ce moment-là. Puis quand on repart, les gens nous remercient, on se salue, on sait qu'on se reverra probablement pas, mais c'est comme si on aura fait partie de nos vies mutuellement quand même. Puis on se rappelle les uns des autres. Puis moi, des fois, j'ai encore des gens qui m'écrivent, qui disent « T'étais là à Lac-Mégantic, je me souviens, c'est moi qui est allé te donner telle affaire. » Puis des fois, les gens venaient nous porter des fleurs, puis tout ça. Puis à l'île Verte, je me rappelle de toi, t'avais tes grosses bottes, parce qu'à l'île Verte, faisait moins 40, puis à Mégantic, faisait plus 40. Fait qu'on était dans deux extrêmes. Fait puis les gens me réécrivent, puis ils me voient maintenant à la télé, parce que je suis en politique, puis tout ça, puis ils disent « Puis merci encore pour ce que t'as fait, puis on se rappellera toujours de toi, puis ton équipe. » Puis fait qu'il reste pour eux aussi, je pense, tout cet élément-là très humain, très solidaire, très empathique, qu'on vivait ensemble, encore une fois, en dehors des caméras qui n'avaient rien à voir avec le travail qu'on allait faire là, mais bien avec le lien. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué? C'est forcément. Est-ce qu'il y a une personne qui vous vient à l'esprit dans ces moments-là? Ben, il y en a plusieurs. Il y a des citoyens, je dirais, anonymes, là, dont je donnerai pas les noms, mais j'ai quelques personnes à l'esprit, dont certains qui m'ont réécrit, justement. Mais quand je pense à ça, j'ai tendance à penser, je sais pas si vous vous souvenez, à Lac-Mégantic, il y avait un curé qui est devenu lui aussi une espèce de vedette médiatique, là, un peu malgré lui, là, parce qu'il a comme pris en charge toute la partie un peu plus spirituelle, un peu plus justement très humaine de cette tragédie-là. Et je me souviens, cet homme-là, je le trouvais très inspirant. Il a été, lui, il était curé d'une petite paroisse très tranquille. Puis il s'est retrouvé dans ce cirque médiatique. Puis il a comme pris le beat avec nous, là. Il était dans les points de presse, puis il faisait ses affaires, faisait ses communications. On lui avait prêté une personne pour gérer ses communications. Puis entre ça, il était très près des citoyens, réconfortait énormément de monde. Il participait avec nous aux besoins. Des fois, nous, on devait rencontrer évidemment des gens là, qui ont perdu des proches. Fait que c'était des rencontres qui pouvaient être difficiles. Il offrait toujours son soutien. Il a été vraiment un acteur clé. Le curé était très sympathique. Là, je me souviens, ils ont changé de curé depuis. Mais oui, ça a été. Puis on était retourné à Lac-Mégantic pour la cérémonie pour l'ossuaire parce qu'il y avait beaucoup de restes humains qui n'avaient pas pu être identifiés. Donc on avait fait un ossuaire avec tous ces restes-là et on avait invité toutes les familles, tout le monde de Lac-Mégantic en fait, mais principalement les familles. Puis on est allé là. C'est une communauté à laquelle on s'est beaucoup attaché. Les coronaires et moi, mon équipe là-bas, parce que ça a été très particulier. Mais donc, mon souvenir, quelle que soit la tragédie à laquelle on a dû participer, c'est vraiment très humain. Quelle leçon vous avez tiré de ces moments-là de votre carrière? D'être aux premières loges de communautés qui sont vraiment déchirées par quelque chose d'inimaginable. Là. C'est trois scénarios complètement différents, mais il y a quelque chose de commun. C'est la surprise d'un drame sans commune mesure. Là. Quelle leçon vous avez tiré de ça? Sur le plan professionnel, bien sûr, c'est très formateur parce que, justement, on parlait au début du fait que j'ai cette image de neutralité, de stoïcisme. Ben, je pense que je l'ai acquise, entre autres, à force de travailler dans des situations comme ça où tu peux pas te permettre de laisser cours à ton émotion ou, tu sais, il faut que tu sois capable de livrer une information puis de vivre le reste à l'extérieur des caméras. Donc, fort probablement que ça m'a laissé un certain bagage ou une certaine habitude à travailler dans des contextes difficiles. Mais encore une fois, c'est vraiment sur le plan humain. Puis je dirais que c'est des fois, ça peut être surprenant à quel point on sous-estime l'importance ou la portée de ce qu'on fait. Tu sais, moi, à Lac-Mégantic, je disais souvent à la blague, mais qui en fait était vrai. Je disais, tu sais, moi, je fais les communications ici, là, avec mes collègues de la Sûreté du Québec qui étaient aux communications aussi. Je dis, nous, on fait les communications avec les médias. Oui, c'est important, on livre l'information, mais c'est pas nous qui pompons le gaz à 30 degrés, là, tu sais, sur le terrain, là. Fait que, mais en même temps, les gens venaient nous voir, puis pour eux, c'était important parce qu'ils nous suivaient à la télé, puis ils obtenaient de l'information comme ça. Puis comme je dis, ils venaient nous voir directement aussi sur le terrain. Puis pour eux, c'était rassurant d'avoir ces visages-là qui étaient toujours présents jour après jour. Puis on restait là tant que ça n'a pas été fini, là, le périmètre et tout ça, la période critique, je dirais. On est resté là. Moi, j'ai passé 3 semaines à Lac-Mégantic. Donc, il y avait quelque chose de rassurant pour eux. Il y a un lien qui s'est tissé. Il y a une certaine familiarité. Ils pouvaient venir nous voir. On allait les voir. On était toujours dans les mêmes rues. Puis, il y avait une grande zone fermée de toute façon. On allait à l'église. Puis ça, fait que c'est ça, de ne pas sous-estimer l'importance ou la portée qu'on peut avoir, l'incidence qu'on peut avoir.
Puis donc, c'est ça, l'importance de bien traiter les gens, d'être à l'écoute, de faire attention, parce que des fois, on peut dire, bon, je vais aller faire mon point de presse, je fais mes affaires, mes lignes, mes affaires, j'ai-tu telle info, OK, je suis correct? Mais dans le fond, il y a peut-être la personne là qui a hâte de venir te voir après, puis que tu vas parler 5-10 minutes avec elle, puis pour elle va être rassurée, puis elle va être contente, puis elle est fière du travail qu'on vient faire, puis fait que ça, pour moi, c'est encore une fois, c'est plus ça que je retiens, moi, que l'aspect opérationnel. En conclusion, c'est quoi le Québec pour vous? Le Québec, c'est une très belle nation qui, je vais reprendre la terminologie officielle, c'est une nation distincte. Ah, ça, c'est la langue de bois, là, que vous me donnez. Non, mais je vais le préciser, mais c'est vrai que c'est une nation distincte parce que c'est pas une surprise, je suis pas quelqu'un de souverainiste. Mais, puis ça, c'est une des raisons pourquoi je suis allée à la CAQ, parce que moi, j'y crois au nationalisme fort. De revendiquer davantage pour le Québec que ce à quoi les libéraux se sont traditionnellement résignés, sans pour autant remettre la souveraineté puis les référendums sur le tapis. Fait que moi, j'y crois. À essayer d'avoir plus de pouvoir, entre autres en immigration, essayer d'en faire plus pour notre langue française. Moi, je suis une amoureuse de la langue française. Je m'efforce toujours de bien parler, de bien écrire. Je suis même vraiment énervante pour mes collègues là-dessus. Et ça me brise le cœur, moi, de voir des fois qu'il y a des secteurs au Québec, puis on se mentira pas, là, il y a des secteurs au Québec où le français, disons, est pas la langue la plus répandue ou la plus utilisée. Et là, je mets pas la faute sur personne. Je comprends qu'il y a des gens qui parlent d'autres langues puis que ils n'ont pas eu nécessairement les moyens ou les incitatifs d'apprendre le français. Mais je trouve que la langue française, la particularité québécoise, notre culture, notre fierté, notre façon de se sentir, nos valeurs, il y a quelque chose de particulier au Québec. T'sais, on a été dans d'autres provinces. On est la plus belle province, premièrement, mais cette distinction de notre peuple, de notre volonté de, oui, s'affranchir jusqu'à un certain point du joug fédéral sans le faire officiellement et politiquement, mais d'être capable d'être le plus autonome possible, de pas avoir peur d'en demander plus au fédéral. Tu sais, moi, j'ai souvent dit l'inertie libérale devant le fédéral. J'ai eu mes premières rencontres depuis que j'ai été nommée, puis je rencontre le fédéral, je dis, qu'est-ce qu'il y en est du pont de Québec? Qu'est-ce qu'il y en est de l'aéroport? Puis à un moment donné, tu te demandes, est-ce que des gens ont fait des démarches auparavant? Est-ce que des gens revendiquent plus? Ou est-ce qu'on est dans cette posture de résignation où on dit, les choses sont comme ça, puis le Québec, il est là dans le Canada, puis regarde, ça va être ça. Tu sais, moi, je pense qu'on peut toujours en demander plus tout en restant dans le Canada. On peut être de plus en plus fiers. On peut avoir plus de pouvoir, plus de contrôle sur notre destin. Et c'est une des raisons pour lesquelles, comme je disais, j'ai joint la CAQ, parce que c'est la seule voie politique, à mon sens, qui est capable de livrer ça sans tomber dans les vieux conflits stériles qu'on a connus depuis 50 ans. Puis la langue de bois, c'est quoi donc? La langue de bois, c'est une petite parcelle de ce que je viens de dire à travers l'entrevue. Mais quand même, il n'y a pas eu juste ça, parce que moi, j'aime pas ça, juste la langue de bois. Mais on est obligé d'en avoir un petit peu quand on est en politique, parce que sinon, vous savez comment c'est, on reprend des extraits, on remet ça en contradiction, on remet ça, on dit « Ah, mais mon Dieu, elle dit ça ». Mais la langue de bois, c'est vrai que ça peut être étourdissant puis décourageant, à la fois pour les journalistes et les citoyens, j'en suis bien consciente. On essaie d'en sortir autant que possible, mais des fois, on n'a pas le choix. Avez-vous un rêve? Un grand rêve, là? J'en avais un, mais là, il s'est réalisé le 1er octobre, puis ensuite le 18 octobre pour la deuxième partie. Fait que je suis en train de développer un nouveau rêve. Mme Guilbeault, merci beaucoup. Merci à vous. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.